Merci de nous rejoindre dans ce débat, mesdames et messieurs. Il y a une semaine, notre démocratie a tremblé. La tentative de putsch avorté n'a pas seulement été un choc sécuritaire, elle a été un électrochoc révélant au grand jour une crise de confiance entre ces déloyaux et les institutions. Face à un tel événement, il est impératif de se poser les questions utiles, celles qui engagent évidemment l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons aborder la question essentielle après le putsch avorté. Rétablir la confiance, mais à quel prix? Nous commencerons d'abord par un exercice difficile mais nécessaire, l'autocritique de notre profession. Qu'est-ce qui s'est passé dans les rédactions pendant les heures sombres? Le silence des médias n'ouvre-t-il pas une certaine brèche? Et puis nous analyserons les chantiers de la reconstruction, car les putschistes, au-delà de leurs actes, ont avancé des griefs, qu'ils soient sécuritaires, sociaux ou économiques, des griefs qui circulent dans l'opinion face à ces récriminations et à la ferme volonté du gouvernement de maintenir son cap. Nous devons évaluer le coût réel, politique, social et peut-être démocratique pour que le contrat de confiance nationale soit restauré. Pour analyser, mesdames et messieurs, ces enjeux avec la hauteur et la rigueur qu'ils exigent, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau trois profils de la presse nationale. Je suis avec Monsieur Anissé Carlos Oké, il est le directeur publication de Canal 3 Bénin. Bonjour. Bonjour Angèle. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Je suis aussi avec Monsieur Paul Amoussou, lui il est le directeur de publication du quotidien La Nation. Bonjour Monsieur Amoussou. Bonjour, un plaisir. Un plaisir, il est partagé, surtout le nôtre. Et enfin Monsieur Adrien Tinkbato, qui est le directeur général du journal Le Potentiel. Bonjour. Bonjour Angèle, amis téléspectateurs et téléspectatrices de télé, bonjour. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation, de vous prêter évidemment à cet exercice. Et comme je le disais, commençons sans plus tarder par notre première partie, l'autocritique médiatique, la gestion même de cette situation aux toutes premières heures après la déclaration des mutins. Monsieur Paul Amoussou, permettez-moi de commencer par vous. Alors, quel regard portez-vous sur la réaction de la presse aux premières heures déjà de la déclaration des putschistes? Je pense qu'il y a une règle fondamentale du métier qui veut que quand tu sais pas, tu dis pas. Et donc, à moins d'être dans le secret de ces éléments qui ont décidé de remettre en cause l'ordre constitutionnel, je pense qu'il n'y avait pas de journaliste véritablement apprêté ou qui pouvait déjà informer sur ces événements-là. Encore qu'ils se sont produits tôt le matin et déjà dans la nuit. Et au-delà même des règles du métier, il se pose un problème qui renvoie à la conscience du journaliste, à savoir quel intérêt y avait-il à véhiculer ces informations dont forcément on ne maîtrisait pas les ressorts. Moi, personnellement, j'étais très vite informé. Je savais qu'il se produisait des événements graves dans notre pays, de nature à déséquilibrer les fondamentaux du pays. Mais pour autant, quand bien même le quotidien La Nation a une rédaction web, l'envie ne m'a pas un seul instant traversé l'esprit de véhiculer cette information-là, parce que je n'en maîtrisais pas forcément tous les ressorts. Mais le ministre de l'Intérieur est sorti quelques heures non, après. Même après cela n'a pas été spontané. Oui, vous savez, on ne va pas se livrer à un exercice pour autant d'autoflagellation. Parce que on était dans un contexte quand même de quasi-guerre. C'était même pas quelques heures, c'est quelques instants. Voilà. Après que le signal de l'UE. Et donc, les règles du métier voudraient qu'il faut forcément faire le recoupement nécessaire, savoir de quoi il retournait avant de véhiculer l'information. Toutefois, je pense que à partir de l'instant où le ministre de l'Intérieur est sorti, et je crois que sur le coup de midi, l'information a commencé par être véhiculée dans le quotidien La Nation pour informer les populations de ce qu'il se passait et se tramait quelque chose de grave. Et donc,
que pour autant, il n'y avait pas péril dans la demeure, parce qu'à partir du moment où on comprenait, on savait de quoi il s'agissait, notre rôle également est pédagogique, de sensibiliser les populations. Et vous avez sans doute entendu le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui en a appelé au patriotisme des journalistes. Et je crois que c'est le cas de réitérer, de réapproprier cette exhortation-là et de l'intégrer également dans ces schémas, dans ces configurations-là où c'est la République qui est en péril et il faut faire un choix avisé pour ne pas céder au champ de signes. Voilà, je crois que c'est fondamentalement ce qu'il y avait lieu de retenir. Sans forcément s'autoflageller. Voilà. Je reviendrai à vous tout à l'heure, monsieur. Ok, on sait que la machine télé, elle est suffisamment lourde, puisque nous sommes sous une télévision, mais déjà, les explications du ministre de l'Intérieur avaient situé plus ou moins les uns et les autres avant que la déclaration du chef de l'État ne vienne finalement faire le tapis à la quiétude, etc. Mais pourquoi on n'a pas pris? Pourquoi on ne s'est pas exécuté juste après le ministre de l'Intérieur? Est-ce toujours la prudence qui expliquerait cela? Non, ça ne saurait se justifier par la prudence. Mais nous, déjà, dès que le ministre a fait sa déclaration, nous avons relayé abondamment comme tout le monde. Mais après, il fallait toujours être prudent parce que la responsabilité sociale du journaliste était totalement engagée. Il ne fallait pas aller tout de suite sur des informations qui ne sont pas forcément sourcées, qui ne sont pas forcément recoupées. Et ça venait de partout. Donc, tantôt, sur les réseaux sociaux, on avait l'impression que ça n'avait pas cessé du tout. Et puis, tantôt, vous apprenez par des sources officielles que la situation est totalement sous contrôle. Et à ce moment-là, on ne peut pas savoir s'il faut relayer ce que dit la source officielle ou bien s'en tenir à ce que disent les réseaux sociaux qui avaient été mis à contribution pour apporter une part très active de désinformation. Et donc, on ne pouvait pas partir non plus sur la désinformation. Ce genre de situation appelle, je pense, une certaine retenue pour aller à l'essentiel et ne servir que l'information tout à fait sourcée, tout à fait juste, et surtout l'information utile, parce que toutes les informations dont on dispose ne sont pas bonnes à être publiées. Donc nous avions beaucoup d'informations, mais il fallait faire un tri pour ne retenir que ce qui ne met pas la République en difficulté. Voilà un peu. Adrien Atikbator, on peut dire que ces premières heures-là, ce sont les réseaux sociaux qui avaient le vent en poupe, qui pour informer, qui pour désinformer. Alors, notre prudence, exigée même par notre profession, la déontologie de notre profession, n'a-t-elle pas justement fait le lit à tout ce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux? Merci bien, madame. Mon absence ici, j'allais vraiment regretter cela. En réalité, au niveau de la rédaction du potentiel, ça n'a pas été la même chose. Et nous, le web du potentiel a balancé 4 articles avant même la sortie du ministre de l'Intérieur. 4 articles. C'était d'ailleurs le premier média à balancer les toutes premières informations crédibles qui n'ont pas été démenties jusqu'à ce jour. En réalité, moi, j'ai été mis au courant autour de 5h30. Je me suis réveillé et matinalement, je m'apprêtais pour le sport. Quand j'ai eu l'information, alors aussitôt entre 5h30 et 8h, j'ai pris tout mon temps à appeler des amis, des officiers de l'état-major général, personnellement, de la garde républicaine et ensuite même des amis au niveau de la garde nationale qui, fort heureusement, eux ne sont pas impliqués dans le coup d'État. Et après avoir fini de faire ce recoupement, j'ai demandé à des collaborateurs aussi de faire leur travail. Et on a fait très rapidement une conférence pour savoir ce qu'il faut faire. Et déjà à partir de 8h45, 9h, on a balancé les toutes premières informations. Donc la presse, peut-être pour d'autres rédactions, mais au niveau de la rédaction du potentiel, nous avons balancé, je précise encore bien, 4 articles déjà avant la sortie du ministre. Et donc, quand le ministre est venu juste confirmer une partie de ce que nous, on savait déjà, et étant donné que moi j'ai échangé avec plusieurs personnalités, que ce soit dans l'armée comme des personnalités politiques qui m'ont déjà
rassurer que tout était sous contrôle. Le premier papier, on a bien précisé le coup d'État, qui sont ceux qui sont derrière, et comment la présidence était encore sous contrôle, comment les meetings ont été mises en déroute. Nous avons balancé tout ça. La prudence, oui, comme mes aînés m'ont dit, il faut pas se jeter très rapidement sur l'information et raconter n'importe quoi. On dit souvent il vaut mieux être le dernier à donner une vraie information que d'être le premier à donner une fausse information. Cette prudence a obligé plusieurs rédactions à attendre d'abord les sources officielles. Mais en ce qui nous concerne, c'est qu'un travail a été fait et nous sommes les premiers d'ailleurs à balancer assez d'informations sur cette actualité-là. On m'a donné même le site était saturé et puis inaccessible pendant près d'une heure avant d'être rétabli. Bon, je comprends que vous ne boudiez pas votre plaisir de le dire suffisamment, mais dans ce narratif d'Adrien, Monsieur Oquet, on comprend que pour alors réussir ce travail et gérer des situations aussi difficiles et confuses parfois, il faut avoir les bonnes adresses. Adrien ne les aurait pas eues, que peut-être que sa rédaction ne fonctionnerait pas. Oui, il faut avoir les bonnes adresses et aussi, je pense que le traitement dépend aussi du type de média. Si c'était une radio, ça serait différent. Si c'était un site web, ça serait différent. Mais une télévision classique ne donne pas l'information sans avoir des images, sans avoir des supports. Et donc, par conséquent, on ne pourrait pas faire le même traitement à moins d'avoir quelques images. Et nous ne les avions pas parce que on ne pouvait pas aller sur le terrain au moment où les balles étaient susceptibles d'être en train de siffler. Et il fallait attendre donc que tout ça se calme pour avoir un peu... pourtant, à l'étranger, nous voyons des confrères... sur le front, pas forcément, mais sur le front quand même, à la recherche d'informations. Bon. Oui. Bon, c'est pas forcément l'autoflagellation, mais moi, j'ai le rôle facile ce matin. J'ai le rôle facile de vous poser les questions. Non, moi, je comprends. On aurait pu aussi avoir la possibilité de faire ce genre de choses, mais ça suppose une certaine complicité avec... les personnes qui étaient engagées sur le front, et je pense que aucun de ces responsables n'aurait souhaité avoir la presse sur le dos pour venir filmer quoi que ce soit, et il fallait nécessairement attendre le moment où c'était possible. D'accord, oui, monsieur Amoussou. Oui, on était en situation, je dirais, pour ainsi dire, quasi-guerre. Certes, les journalistes, quand même ils sont au front, c'est organisé. Et il y a les conditions qui sont clairement définies pour un journaliste qui est en front. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. On ne savait pas qui est qui vraiment et comment est-ce que les événements se produisaient et à quel endroit précisément et dans quelles conditions. Mais toujours est-il qu'on avait les informations. Et là, c'est la responsabilité du journaliste qui est engagé, qui fait des choix, qui fait des tris. Et soit on est pris dans, comment dire... la spirale du buzz et on s'engage très vite à servir des informations qui peuvent être contre-productives. Et soit on fait le choix avisé d'attendre, d'être circonspect, de maîtriser vraiment les contours de ce qui se passait et avant de pouvoir informer les Français. Et on le sait là maintenant, aujourd'hui et plus que jamais avec ces événements, que la presse constitue un pouvoir. Vous savez, et ça c'est le fait d'armes fondamental de ces mutins, c'est d'avoir réussi à facilement prendre la télévision nationale et à faire passer en boucle leur message. Et du coup, l'information très vite revenait de l'extérieur. Vous imaginez, en France, à Genève, à Dakar, à Abidjan, les appels fusaient de partout pour savoir ce qui se passait. Et vous dites, voilà, mais qu'est-ce qui se passe au Bénin? Pas le Bénin, il ne faudrait pas que le Bénin tombe. Le Bénin est sur une bonne trajectoire. Il n'est pas question que le Bénin tombe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la presse constitue un pouvoir et je dirais même une arme qu'il faut savoir manier. D'où le choix de la circonspection et qui m'engage à dire qu'il ne faut pas ce matin à nous laisser aller à l'autoflagellation, mais plutôt à saluer la responsabilité qui a été la nôtre, à faire vraiment ce choix-là d'attendre d'y voir clair avant d'informer nos populations, qu'il faut saluer au passage parce que le but de Saint-Butin, c'était aussi également de mobiliser
les populations, de les engager, d'engager la masse et même quand bien même l'information est passée sur la télévision nationale qui a une certaine puissance à se porter dans les foyers, et les populations béninoises n'ont pas suivi. Et c'est heureux. Bien, allez, après ce nécessaire point qu'il fallait faire, il faut se tourner à présent, chers invités, vers le cœur de la crise que ce putsch avorté a révélé. Au-delà de l'acte illégal, les putschistes ont avancé des récriminations qui sont peut-être des sujets déjà connus, certains déjà vidés. Néanmoins, ils résistent et restent dans les commentaires. Le gouvernement considère ce qui est arrivé, comme vous le savez, comme une tache noire dans l'histoire politique du pays et demande, en tout cas, travaille au moins pour que la vie continue et que l'incident soit derrière nous. Monsieur Atik Patan, le maintien du calendrier électoral, par exemple, nécessaire peut-être pour rétablir la confiance des investisseurs, mais quid des frustrations internes? Comment on les gère? Non, en matière de frustration, je pense qu'aucune gestion humaine n'est exemple de reproche. Et même dans nos foyers respectifs, quand vous prenez un père de famille, et la façon dont le foyer est géré ne plaît toujours pas à tous ses enfants. Ça ne veut pas dire que ce père de famille gère mal. Quand vous arrivez au niveau d'un service, la façon dont le chef service gère ne plaît toujours pas à tous ses collaborateurs. Ça ne veut pas dire que le chef service gère mal. Et plus encore aujourd'hui, on parle d'une nation. Si Jésus ou Mahomet revenaient aujourd'hui pour gérer le Bénin ou gérer une entité, des gens vont critiquer. Encore que aujourd'hui, vous voyez que ce soit les Bibles ou les Corans sont contestés par des êtres humains que nous sommes. Nous sommes des éternels insatisfaits. Et donc, ce n'est pas le président de la République qui ferait exception à cette règle-là, que des gens disent, bon, il gère parfaitement bien. Il y aura forcément des gens qui vont critiquer. Mais notre question, l'interrogation, c'est de savoir est-ce que les critiques sont vraiment nécessaires, est-ce que les critiques sont vraiment fondées. Et si quelqu'un vient aux affaires, c'est lui qui définit ses priorités. Parce que la priorité pour tous les chefs d'État, c'est le bien-être des populations. Est-ce que le bien-être des populations aujourd'hui est pris en compte, oui ou non? Pour moi, la réponse, c'est oui. Et ceux qui font des récriminations, oui, ils ont peut-être raison. Mais ils n'ont qu'à attendre. On n'a pas aujourd'hui à faire une réclamation avec des armes. Et le rôle du militaire, on a réglé cela depuis longtemps. Ce n'est pas de prendre les armes pour gérer les affaires publiques. C'est la grande muette, c'est rester tranquille. Les militaires ne font pas qu'on appelle ça, des revendications comme des civils, parce que c'est des gens qui manipulent des armes. Ça ne veut pas dire comme le chef de l'État. Patrice Talon même l'a dit, c'est pour moi aussi. Ces réclamations ne sont pas fondées. Et si même on doit faire une réclamation, la méthode n'est pas appropriée, il ne revient pas à un militaire de prendre des armes achetées avec l'argent du contribuable et pour s'opposer aux fondamentaux du système, qui aujourd'hui ne fait pas objet de reproches. Personne. Nous-mêmes, parfois nous-mêmes nous posons des actes et quelques instants après nous regrettons pour dire bon, j'aurais dû faire ci. Donc tout être humain, autant que nous sommes, c'est sans exception. Dans quel pays, dans quel pays, même les pays où nous appelons aujourd'hui les plus grandes démocraties, vous arrivez en France, vous voyez ce qui se passe, aux États-Unis et tout ça là, il y a les populations qui reprochent des choses dans leurs dirigeants, mais ça ne veut pas dire que ces dirigeants-là veulent du mal de leur population. Mais le président Patrice Talon, ou lui ou comme d'autres personnes, personne ne peut venir au pouvoir et décider de faire souffrir son peuple. Nous avons quelles ressources? On n'a pas de diamants, on n'a pas de l'or, on n'a pas assez de ressources minières. Peut-être les questions sociales que ces mutins ont évoquées pour justifier ce qu'ils ont essayé de faire. Arrêtons-nous quelques minutes sur la question même de leur profession. Ils ont soulevé des éléments peut-être gérés dans une certaine mesure, mais est-ce que dans les rangs, d'autres ne pensent pas comme eux? C'est pour ça que je demande les frustrations, comment on les gère. Je vous dis ceci, je suis de façon permanente en contact avec des chefs militaires, de façon permanente. La garde nationale a été créée pour lutter contre l'insécurité, notamment le terrorisme. Et récemment, je ne livre aucun secret, c'est au niveau de la garde nationale qu'on a formé des éléments d'élite, les forces spéciales. Et le chef de l'État a même demandé d'élargir encore le nombre d'effectifs
et des forces spéciales. Et cette formation-là est actuellement en cours avant que les militaires de la garde nationale décident encore de renverser le pouvoir. Le chef de l'État, son rôle, c'est de mettre les moyens. Et on a mis beaucoup d'argent pour équiper cette garde nationale-là. Non, ceux-là, c'est eux qui doivent aller au fond, ce n'est pas le chef de l'État. Lui, il définit la politique globale du fonctionnement du pays, mais c'est les militaires qui doivent exécuter. Est-ce qu'eux, ils font leur travail? Est-ce que quelqu'un parmi eux a décidé d'aller au front, par exemple, au nom du pays, pour aller combattre les terroristes? Sur l'État lui a dit non. En tout cas, dans leur déclaration, moi, je n'en ai pas entendu. Et aucun chef militaire ne m'a dit non plus. Nous avons décidé d'aller lutter contre le terrorisme au nord, par exemple. On nous a dit n'allez pas dans telle région ou telle autre. On ne m'a jamais dit ça. Bien. Alors que je suis permanemment en contact avec eux. Donc il y a des accusations qui, pour moi, ne sont pas du tout fondées. Et quand ça arrive, quand ça bascule, les pays, les 3 pays ou 4 pays que les gens prennent pour exemple, notamment le Burkina, le Niger, le Mali, j'ai eu la chance d'aller ces derniers mois dans ces 3 pays-là. Nos confrères journalistes qui sont là-bas, vous ne pouvez pas imaginer comment ils souffrent. Bien. Donc ceux-là ne savent pas dans quoi ils veulent nous envoyer. Et en décidant de renverser le pouvoir. Je vois M. Amoussou piaille d'impatience là. Oui, vous avez la parole. Parce que je tiens plus en place. Et je vous ai entendu parler de frustration, je vous ai entendu parler de questions sociales, etc. Je crois, si on prend point par point les arguments avancés par ces putschistes, ces mutins, vous verrez que si on les décortique, aucun de ces arguments ne tiendrait. C'est des arguments fallacieux, comme l'a dit le chef de l'État. Depuis qu'il a prononcé ce mot, je cherche d'autres mots pour pouvoir le remplacer, je n'en trouve pas. Il s'agit tout simplement d'arguments fallacieux. Et pour le reste, il ne revient pas aux militaires d'arbitrer le jeu politique ou de venir se prononcer sur des questions qui relèvent de la sphère sociale. Je ne pense pas. Le rôle de militaire, on le connaît. Et depuis la conférence nationale, il a été clairement défini que plus jamais ça. Parce que nous avons un vécu. Nous savons d'où nous venions. Et à ces assises, on a fait consensus. Un consensus était établi que désormais l'armée son rôle devrait se cantonner à la sécurité, à défendre la patrie. Et comme le disait Adrien, l'argent du contribuable béninois a été mis à contribution pour équiper l'armée. Pourquoi? Pour nous mettre à l'abri de l'insécurité, de la gangrène terroriste qui sonne à nos portes. Et c'est choquant aujourd'hui de vivre, je le dis, véritablement choquant, de devoir vivre ce que nous avons vécu là, savoir que ces armes acquises soient retournées contre les Béninois, soient retournées pour mettre en péril ce que nous avons construit savamment, ardemment, que chaque Béninois s'est sacrifié à pouvoir édifier. L'édifice commun que ces putschistes veulent l'ébranler. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Et c'est à ça que nous devons nous atteler, puisque vous sembliez poser la problématique de ce que était la responsabilité des médias. Je pense que si nous posons cette problématique, que nous cherchons à la résoudre, ce serait peut-être de ne pas assez sensibiliser, de ne pas assez faire la pédagogie sur ce qu'est l'histoire de notre pays, l'histoire notamment politique de notre pays, pour édifier sur ce qu'est l'histoire politique du Bénin et ses impacts, ses conséquences sur l'ensemble du pays. Nous savons d'où nous venons. Et aujourd'hui, où la gouvernance se veut plus efficace, se veut plus perspicace, se veut plus efficiente, voilà, patatras, que soudain, il y a un groupuscule qui se lève et qui décide de mettre tout ça à plat. C'est inacceptable. Oui. Et je crois que c'est ce que nous devons le plus souligner, c'est ce que nous devons le plus mettre en relief et souligner qu'il ne revient certainement pas aux militaires d'arbitrer le jeu politique, quel qu'il soit, ou de s'investir sur la sphère politique pour pouvoir l'arbitrer. L'objectif, c'est de vivre après cette situation maintenant. Donc, tourner dos à cet incident et continuer et essayer de restaurer la confiance. Et justement, on demande à quel prix on restaure cette confiance-là. Si dans le cœur de peut-être,
on ne connaît pas tout l'effectif militaire, on ne connaît pas ce que chaque individu ou chaque soldat pense. Non. Voilà que malheureusement, des leurs ont exposé une situation, d'autres n'épousent pas, peut-être. D'autres se retrouveraient peut-être dans ça. Mais comment on gère ça? En fait, c'est ça la question de base, monsieur Amsou. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Malheureusement. C'est bien cela. Et donc, vous n'y pourrez rien, nous n'y pourrons rien. Et je crois qu'on ne va pas non plus se livrer à l'exercice d'aller sonder le cœur de chaque militaire ou de chaque Béninois pour savoir exactement ce qu'il pense. Donc, et je crois que la vie continue après cela très vite. Et l'indifférence que les Béninois ont marqué vis-à-vis même de l'appel lancinant des putschistes est une réponse édifiante à ce propos, à votre question, à savoir que aucun Béninois aujourd'hui n'est demandeur d'un coup d'État. Aucun Béninois aujourd'hui n'est demandé à ce que l'ordre constitutionnel soit remis en cause. Aucun Béninois. Vous savez, je m'amuserais à nous rappeler un épisode amusant, certes, qui n'est pas si amusant que ça, puisque ça a mis en confrontation les Béninois et le peuple voisin et le peuple ami, les Gabonais. Mais les Béninois ont eu de la ressource à se moquer, si j'ose dire, à se gausser des Gabonais. Mais d'où ont-ils puisé ces ressources? Ils ont puisé ces ressources grâce aux réussites dont nous pouvons tous, Béninois, nous targuer aujourd'hui. Et je pense que c'est l'essentiel à retenir. D'accord. Et ce qu'il faut, c'est de travailler à aller de l'avant. Et je pense que la vie continue, il faut travailler à aller de l'avant. Et ces acquis, conforter, consolider ces acquis. Il n'est pas question, parce que je m'attendais à ce que vous posiez la question là, de ce que c'est l'impact, le désastre aujourd'hui que constitue cette mutinerie pour ce que nous avons passé du temps à construire. L'image du Bénin. Le Bénin qui ne dispose véritablement pas de ressources minières, qui ne ressource pas de ressources de sous-sol, mais qui compte sur cette image qu'il a construite, qui aujourd'hui, avec la GDIZ, nous en appelons à l'investissement étranger. Nous en appelons à ce que les investisseurs viennent chez nous. Vous imaginez le désastre, l'impact que cela constitue, ce coût, cette mutinerie constitue aujourd'hui sur tout ce que nous avons passé du temps, les gouvernements successifs, et pas que celui-ci sans doute avec plus de perspicacité. Ouais. Aujourd'hui, l'impact que cela constitue et que peut-être qu'il faut recommencer l'ouvrage pour pouvoir créer cette confiance-là, renouer avec cette confiance que nous avons déjà établie avec les investisseurs, cela passant par même la notation du Bénin, par les agences de notation. C'est un désastre. Et je pense que ce désastre, l'image du Bénin qui a été écorchée, c'est sur cela que nous devons beaucoup plus nous accentuer. Et pour dire, plus le réitérer ce message fort qui a été fait à la conférence nationale, plus jamais ça. Coup d'État ne constitue pas vraiment une solution, aucunement. Et nous le savons, ce que vivent les pays alentours qui aujourd'hui sont sous le joug militaire, sous le joug de junte militaire, ce n'est pas de la joie. Et on échange avec nos confrères, avec les pays voisins, et on sait quel est le désastre qui est le leur aujourd'hui. Et donc, nous ne le souhaitons pas pour le Bénin. Et c'est sur ça qu'il faut véritablement accentuer le message. D'accord. Que plus jamais cela. Oui, travailler à restaurer ou en tout cas maintenir l'image et la confiance aussi que nous inspirons à l'étranger, c'est sûr, et tous les Béninois certainement seront unanimes là-dessus. Mais monsieur Oké, ne serait-il pas, excusez-moi d'insister, dangereux aussi de faire tout comme si de rien n'a été? Je crois qu'il ne faut surtout pas faire comme si de rien n'était. Il faut travailler à lever quelques gros malentendus. Le premier gros malentendu, c'est celui qui amène la classe politique à se chamailler autour de ce qui devrait nous réunir. Parce qu'il n'est pas concevable que
certains hommes politiques travaillent à donner du président de la République en exercice, quel qu'il soit, l'image de quelqu'un qui détruit le pays au lieu de le construire. Ce n'est que de la bouche des hommes que la construction peut devenir une destruction. Pour paraphraser Shakespeare qui disait que rien en soi n'est bon, rien en soi n'est mauvais, c'est la parole qui transfigure un fait en bien ou le tourne en mal. Tant que nous aurons une classe politique qui trouvera des raisons, des motifs valables de travailler à déconstruire tout ce qui se fait, nous serons toujours confrontés à ce genre de problème parce que même le citoyen le plus inoffensif, le citoyen le plus calme finit par être révolté en écoutant les hommes politiques. Ouais. Il ne se plaît pas. Il ne se plaît pas à son niveau, mais à force d'écouter les hommes politiques lui dire « mais tu souffres ». Nous insistons pour te dire que tu souffres. Oui. Hier, tu ne souffrais pas autant. Pourquoi tu ne réagis pas? Vous voyez, ça donne l'image d'un pouvoir qui, dans tous les cas, est en train de détruire le pays plutôt que de le construire. Or, quand vous regardez le Bénin d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on peut reprocher à la gouvernance de Patrice Talon, le mot qui vous vient à l'esprit, est-ce que c'est destruction ou construction? Moi, je pense que tous ceux qui parlent du Bénin à l'étranger sont plus objectifs que nous. Oui. Et tous ceux qui parlent du Bénin à l'étranger n'ont que le mot construction à la bouche. Et même, il y en a qui vont jusqu'à parler de miracles. Parce qu'ils se disent, mais en 10 ans, on n'a pas pu faire tout ça. Vous voyez? Et lorsque le président est occupé à construire avec autant d'application un pays, ce n'est pas pour que les citoyens soient malheureux. Ce n'est pas pour qu'il y ait des difficultés à l'interne. Donc, il faut déconstruire ces choses-là dans l'esprit des hommes pour qu'on comprenne que le président de la République ne peut en aucune façon devenir un adversaire à combattre et même à abattre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, mais il y a des pays où il y a des situations pires qu'au Bénin, mais où personne n'imagine que l'armée puisse venir au devant de la scène pour réguler ou pour régler quoi que ce soit. Si vous allez en France aujourd'hui faire un sondage, j'ai lu le dernier sondage d'Emmanuel Macron, il n'y a que 16% de Français, 16% qui sont satisfaits de l'action publique d'Emmanuel Macron. Sur ces 16%, il y a 2% qui sont très satisfaits et le reste, c'est bon, à peu près satisfait. Donc, il y a 84% de Français qui voudraient voir Emmanuel Macron dégager tout de suite. Et pourtant, personne n'imagine que l'armée française puisse générer des éléments qui viennent un jour à la télévision dire ben, Emmanuel Macron, il a détruit le pays, et on a trop de choses à lui reprocher, il faut qu'il dégage. C'est impensable. Parce qu'il y a une culture de la démocratie que l'armée elle-même a l'obligation d'intégrer. Et cette culture, quand elle est intégrée, donne à tous les militaires à savoir surtout que quel que soit ce qu'on peut reprocher à un régime conduit par un président qui a été régulièrement élu, il n'y a rien que le militaire puisse faire pour changer quoi que ce soit, parce que le mode de dévolution du pouvoir que nous avons définitivement choisi en 1990, c'est celui de l'élection par les urnes. Donc, il n'y a aucune justification à ce qui s'est passé. Maintenant, quand on lève ce malentendu, posons la question de savoir qu'est-ce que ce coup d'État aurait pu corriger dans tout ce qui a été listé là. Est-ce que le coup d'État allait donner la possibilité aux dialysés tout de suite d'être pris en charge? Ou bien, quand on voit ce qui se passe ailleurs, un coup d'État n'a pas vocation à générer plus de liberté ou plus de comment on dit, de bien-être chez le citoyen. Un coup d'État, c'est la restriction totale des libertés. Un coup d'État, c'est la dissolution des institutions. Un coup d'État, c'est la caporalisation de tout. Et même les médias et les syndicats, il n'y a plus rien qui existe. Vous êtes soumis ou... Alors, est-ce que c'est ça qui était meilleur que ce que nous avons aujourd'hui? Non. Donc, je pense que les citoyens béninois ont eu raison de donner cette leçon magistrale à la face du monde, de démontrer que le coup d'État, ce n'est plus à l'ordre du jour au Bénin parce que les Béninois n'en veulent pas. Donc, moi, je pense qu'au-delà de tout ce que l'État peut faire aujourd'hui pour ramener de l'ordre
pour que la forfaiture ne reste pas impunie, il y a un travail pédagogique à faire pour que le citoyen comprenne les enjeux et comprenne surtout que même si c'est déjà largement partagé, le président de la République n'est pas un adversaire à abattre et que le coup d'État n'est pas une option, quelles que soient les circonstances. Dans votre développement, vous avez laissé entendre que les militaires qui sont aussi citoyens dans la République se sont quelque peu, surtout ces militaires-là, se sont quelque peu laissés intoxiquer par la chamaille, certainement la chamaille au sein de la classe politique. Moi, je dirais même plus. Il n'y a pas que la chamaille qui les a intoxiqués. Je pense qu'ils ont été missionnés par certaines personnes pour obtenir un résultat que sur le plan de la politique politicienne, on n'a pas pu obtenir. Vous l'avez certainement entendu comme moi, au-delà de la posture de condamner toute tentative de remise en compte de l'ordre démocratique, au-delà de cette posture-là, d'autres qui ont demandé de saisir l'occasion pour aller au dialogue. On a entendu ce parti de l'opposition faire, après les communiqués, une sortie médiatique dit appelons à la cohésion, appelons à l'unité, surtout saisissons le moment pour faire un dialogue. Serait-ce le prix de cette confiance à établir, M. Oké? Un dialogue est toujours une excellente chose. Quelles que soient les circonstances, quand les hommes se parlent, il y a toujours des réponses à un certain nombre de questions. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir quel genre de dialogue on ferait aujourd'hui pour obtenir les résultats que ceux qui demandent ce dialogue pourraient obtenir. J'ai souvenance que pendant toute la durée des deux mandats du moins du président Boni Yayi, l'opposition a toujours demandé un dialogue. Parce que l'opposition considère que la façon dont la gouvernance est menée ne lui convient pas et que il faut que ça soit changé dans le sens de sa vision. Or, moi, je l'ai souvent démontré, quand vous lisez notre Constitution, à aucun moment la Constitution ne dit que dans la détermination et la conduite des affaires de l'État telles que stipulées par l'article 54, il faut que le président de la République soit en accord avec l'opposition ou en accord avec qui que ce soit. C'est lui seul qui détermine la politique nationale et qui la conduit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous attendez la fin de son mandat et vous le sanctionnez. Absolument. Et la sanction est toujours possible, quel que soit ce que le président en exercice peut faire. Parce que le citoyen électeur a un pouvoir. Ce pouvoir, il l'exerce en disant oui, il l'exerce en disant non, il l'exerce en s'abstenant aussi. Et par conséquent, lorsqu'on a un parti politique en face d'un pouvoir, même lorsque ce pouvoir est despotique, il y a toujours moyen de travailler à ce que le citoyen comprenne que ce qui se passe là, ce n'est pas bien, il faut changer ça. Et c'est toujours par les urnes qu'il faut régler ce genre de choses. Et c'est pour ça que moi, je m'inscris en faux contre ceux qui pensent que nous sommes arrivés à un point de non-retour et que le dialogue étant complètement rompu, il faut absolument y aller par la force pour que le président dégage. Le président est, en plus, je dirais, à quelques encablures de la fin de son mandat. Bon, ce n'est pas le moment de chercher absolument à lui faire changer de vision. Il a déjà fini. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut demander un dialogue à Patrice Talon. C'est pour obtenir quoi? Qu'il revienne sur quoi? Ils vous diront qu'il ne le demande plus. Où il le demande. Bon, donc ce n'est pas le moment de toute façon de faire un dialogue. Bon, maintenant, s'il y a un dialogue, peut-être que c'est son successeur qui pensera à le faire, parce que lui, je pense qu'il est en train de faire les dernières réformes pour partir, et Dieu merci, le pays, quelles que soient les intentions qu'on a pu avoir, n'a pas été ébranlé au point où il y a des remises en cause dans l'arrêt du processus électoral, par exemple, ou dans le fait que Patrice Talon veuille absolument partir régulièrement à la fin de cette deux mandats. C'est ça la divine surprise, parce que vu de l'étranger, personne n'y a rien compris. Pour dire un chef d'État qui a réitéré toujours sa volonté de quitter le pouvoir au terme de son second mandat, au point d'en venir à une explication sémantique pour préciser, faire la nuance entre deuxième et second mandat. Et il y a un processus dans l'ordre normal des choses pour que la succession soit organisée au terme des élections. Personne, vu de l'étranger, ne comprend quelles peuvent être les motivations
de cette mutinerie qui, abracadabra, surgit, on ne sait pourquoi, et répondant à quelle cause et voulant régler quel problème. Cela paraît extraordinaire aujourd'hui encore, et la question demeure entière pour savoir quelles sont les réelles motivations de ces mutins. J'espère que quand on va retrouver le chef des mutins, il répondra à la question que tous les Béninois se posent. D'ailleurs, la question que moi je vous pose, c'est rétablir la confiance, mais à quel prix aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il y a, quand vous parlez de rétablir la confiance, à quel prix? Il n'y a pas de confiance à rétablir. La confiance entre le peuple et son dirigeant ne souffre en réalité. Pour moi, de mon avis, je suis un villageois, je suis régulier au village. Oui, si, je suis un villageois. Alors, non, pour moi, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas parce que un groupe de militaires s'est levé avec des armes en main pour dire qu'il y a problème, qu'il faut se dire bon, que la confiance n'existe plus entre le dirigeant et la population, pas du tout. Et comme les autres l'ont déjà si bien dit, à l'annonce de ce putsch à la télévision, est-ce que vous avez vu une manifestation de joie dans la ville de Cotonou? C'est une façon de prendre le pôle de ce qui se passe. En réalité, ça n'existe pas. Personne n'est sorti, que ce soit, je parle les grandes villes, que ce soit ici à Cotonou, à Porto-Nouveau, et même à Calavi à côté, il n'y en a pas eu. Ça veut dire que personne ne voulait d'un coup d'État. Oui, donc, mais ce n'est pas systématiquement non plus une validation de la gouvernance. Je ne dis pas... Une validation de la démocratie. Je suis d'accord avec vous, mais je dis aujourd'hui, me demander si, à quel moment il faut rétablir la confiance entre les dirigeants et la population. Il n'y a pas une crise de confiance pour demander aujourd'hui de rétablir la confiance. Il y a peut-être une crise de confiance entre une partie de la classe politique, notamment de l'opposition. Que la population écoute. Non, est-ce que la population écoute? Si la population écoute, moi je prends encore un exemple. On a vu, je crois, en 2023, les démocrates ont participé aux élections. Mais si les démocrates c'est un parti de l'opposition, si les démocrates étaient vraiment réellement écoutés, ils n'auraient pas à avoir, je crois, 28 députés. Donc ils auraient peut-être à avoir sur les 109, et peut-être à avoir 100 députés, pour qu'on dise, bon, écoutez, voilà un parti de l'opposition qui n'écoutait pas les populations. Si ceux qui servent dans l'administration, en réalité aujourd'hui, c'est des Béninois. Et parfois, c'est des membres des formations politiques qui vont dans leur village pour parler à leurs parents et qui ont voté. Donc moi, je ne pense pas que pour mesurer réellement la force d'un parti politique, c'est au cours d'une élection. Et si ces élections-là, j'ai pris l'exemple de 2023 où les démocrates ont participé à une élection, mais est-ce qu'ils sont réellement forts et puissants et écoutés par la population? La réponse est non. Sinon, ce ne serait pas avec 28 députés. Ils auraient eu au-delà de 28, peut-être contrôler à 28, et dans l'ensemble de 109, vous voyez que c'est tellement minime, ça ne fait même pas la moitié. Mais quand vous dites que cette classe politique ou de l'opposition est écoutée par la population, moi je dis non. Je dis non. Et en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas la crise de confiance n'existe pas entre le peuple et les dirigeants. Il y a une crise de confiance peut-être entre une partie de la classe politique, l'opposition et les dirigeants. Et aujourd'hui, comment on règle ça? Et comme non, je ne sais pas l'appellation, mais comme l'aîné au pied l'a dit, nulle part dans la Constitution il n'est écrit que le chef de l'État doit appeler dès qu'il y a un problème ou dès que un kidam se lève pour dire bon, lui n'est pas content par rapport à la gestion du pouvoir qui est faite, il faut s'asseoir pour parler d'un dialogue, ça n'existe pas. Moi, je me rappelle, aujourd'hui, c'est heureux, c'est Yahi qui est le président des démocrates, pendant que les gens, l'opposition, parlait de dialogue, il a dit, mais il n'y a aucun dialogue à mener avec vous. Et rien ne s'est passé. Et rien absolument ne s'est passé. Et il ne revient pas non plus à l'armée de s'allier à cette frustrée de la classe politique pour dire, bon, et qu'on va vous aider pour prendre le pouvoir. Et les autres l'ont déjà dit, si l'armée prenait le pouvoir, vous imaginez les membres des institutions constitutionnelles républicaines qui, sur la base de leur salaire, par exemple, ont contracté des prêts au niveau des banques, ils ne pourront plus payer, les banques auront des problèmes, l'économie va chuter.
tout ce qui a été posé comme problème, peut-être qu'on n'en serait pas ici maintenant, parce qu'on va parler de couvre-feu, on va parler de ci, on va parler de ça. Vous voyez dans les pays voisins où un journaliste qui critique un peu, on le prend, on dit, bon, il faut aller au front pendant 6 mois. Est-ce que c'est ça, est-ce que nous voulons vivre ça? Je ne pense pas. Et mieux, il y a des rédactions, d'ailleurs, ont débarqué sans aucune procédure. On vous prend, vous dépose en prison, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous avez critiqué la jeune qui est là. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Moi, je ne pense pas. Non. La crise de confiance aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui ont qui ont posé l'acte là, les mutins, et beaucoup plus la population, parce qu'ils ont pris les moyens de l'État issus de nos ressources, de l'IPTS qu'on vous prélève là, et puis de tout ce que nous achetons, et pour acheter le matériel, et ils prennent ce matériel, les tenues de l'armée, c'est-à-dire que acheté par l'argent du contribuable, oui, pour décider maintenant de combattre encore le même pays. Et quand j'ai suivi le colonel qui disait non, nous invitons la population à sortir massivement dans les rues et tout, j'ai dit mais on est où? Donc c'est ceux-là qui décident de prendre le pouvoir par la force et nous conduire où? Ceux qui n'ont, je ne dis pas que les militaires ne sont pas gérés, mais ceux qui ne savent même pas ce qu'on appelle en réalité la gestion d'un État. Et c'est tellement compliqué et difficile. Et lui-même qui a fait, il est chef de corps. Si on interroge tous les militaires qui sont sous lui, ils ne diront pas qu'il gère forcément bien la troupe. Il y a forcément des gens qui pensent que la façon dont vous gérez, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des armes pour aller réclamer quoi que ce soit. Oui, je veux juste dire que le peuple, fort heureusement, béninois a gagné en maturité, au point aujourd'hui de ne plus se laisser manipuler par les politiciens. Et parce que les politiciens ont pour habitude de parler au nom du peuple sans pour autant être mandatés. On dit tant de choses au nom du peuple, mais pas forcément pour le peuple. Les intérêts politiciens ne correspondent pas forcément aux intérêts réels, aux aspirations du peuple. Et c'est ça le départ qu'il nous faut faire. Et je pense que la réponse magistrale a été celle que les Béninois ont administrée à ces putschistes-là en ne suivant pas leurs exhortations, en ne suivant pas leurs mots d'ordre. Et donc, sur fond de mauvaise foi caractérisée, les politiciens en viennent forcément à chercher à engager les populations à leur cause. Mais aucune gouvernance, il faut l'admettre, n'est irréprochable. Mais pour autant qu'elle n'est pas irréprochable, le niveau aujourd'hui atteint par la gouvernance au Bénin peut-il nous appeler à retourner à ce que le schéma présenté par un coup d'État ou un putsch ou un pouvoir militaire, une junte militaire? Je pense que non. Et c'est à ça qu'il nous faut nous en tenir. Et peut-être qu'on ne lui prête pas beaucoup oreille. Le premier à avoir cette humilité et à dire que certes que sa gouvernance n'est pas irréprochable et qu'il n'a pas vocation forcément à cocher toutes les bonnes cases, c'est encore le président Patrice Talon. Il n'a de cesse de le dire. Et même là encore, il a dit qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Tel un cycliste sans doute qui avait la tête dans les guidons et qu'il a donné le maximum de tout ce qu'il pouvait. Sans doute qu'il n'a pas coché toutes les bonnes cases. Mais je pense que, et comme l'a dit Anissé, malheureusement, ou peut-être que les Béninois ne le réalisent pas suffisamment, c'est de l'extérieur qu'on apprécie la gouvernance actuelle au Bénin. Et certains Africains en viennent même jusqu'à nous dire, mais si vous n'en voulez pas de Patrice Talon, vous pourrez nous le prêter. Nous, on est prompt à vous l'emprunter si vous le voulez bien, parce que ce qui se produit au Bénin actuellement relève de miracles. Et les chancelleries même étrangères présentes au Bénin le soulignent beaucoup et relèvent la qualité de la gouvernance actuelle au Bénin. Alors, je pense que ce qu'il nous faut, c'est encore d'aller de l'avant et non pas de retourner à notre passé honteux.
Je suis patiente. Monsieur, ok. Alors, comment on évolue maintenant? En s'endurcissant ou quoi? Non, on ne s'endurcit pas, même si on s'imagine bien que, comme Patrice Talon l'a toujours dit, la responsabilité aujourd'hui doit être assumée. Et donc, oui, s'il y a des gens qui sont responsables de quoi que ce soit, ils devront l'assumer. Mais je pense aussi que, comme je le disais tantôt, il faut travailler à déconstruire dans l'esprit du citoyen un certain nombre de choses et surtout se pencher sur la proposition qui était faite tantôt par Patrice Talon lors de la dernière révision de la Constitution, à savoir celle d'une trêve. Est-ce que le moment n'est pas arrivé déjà d'envisager cette trêve comme une solution? Parce que, je vous l'ai dit tantôt, pour moi, l'essentiel du problème que nous avons dans notre pays provient de la classe politique. Le citoyen frustré ne va jamais dans la rue tout seul pour se mettre à manifester. C'est toujours des hommes politiques qui vont vers les citoyens et qui leur disent « il faut que vous allez manifester parce que vous avez faim ». Bon, le citoyen ne leur a pas dit qu'il a faim. Mais pour les besoins de leur cause, ils organisent les citoyens pour qu'ils aillent dire qu'ils ont faim. Et je pense que cette façon de percevoir aussi le rôle que l'opposition a dans une république démocratique est un peu une sorte de déviance que nous avons observée pendant tous ces 35 ans de renouveau démocratique et qui amène à des crispations sur des questions qui en réalité ne devraient pas du tout créer des problèmes. Avec le recul, par exemple, on se rend bien compte que nous aurions pu faire des élections dans ce pays sans qu'il y ait de crise. Parce qu'on est allé à des élections avec les mêmes lois qui avaient amené des crises sans que pour autant il y ait eu de crise. Donc c'est que quelque part, il y a une surenchère politique qui fait que dans le jeu de la politique politicienne, il y a des crispations et le citoyen à un moment s'imagine qu'il y a une partie de la classe politique qui prend fait et cause pour ces problèmes et s'imagine que le président n'a de cesse que de lui créer des problèmes. Vous voyez, c'est ça un peu qu'il faut essayer de déconstruire et faire en sorte que nous n'ayons pas toujours, parce que nous avons une action politicienne à mener, mettre le pays en danger ou mettre les citoyens en situation d'affrontement, alors qu'en réalité, on peut faire autrement en se mettant ensemble pour travailler à avancer. Oui, mais sortir la carte de la trêve dans cette situation précise ne serait-elle pas une fuite en avant? C'est pas qu'on refait le débat de la trêve, hein, mais bon, quand vous sortez la carte comme ça, moi je me demande si ce ne sera pas une fuite en avant. Ce ne sera pas une fuite en avant parce que soit c'est le dialogue, soit c'est l'observation de la trêve. Et le dialogue, je viens de vous le dire, n'aura pour intérêt pour les opposants que lorsqu'ils pourront dire au président de la République pour que nous entendions sur telle chose, il faut que vous fassiez ceci, que vous fassiez cela, que vous fassiez cela. La Constitution ne leur donne pas ce pouvoir. Vous voyez, ça serait une conciliation biaisée sur le dos même des citoyens, parce que les citoyens ont élu Patrice Talon pour dérouler un programme. Et ce programme doit se dérouler jusqu'au bout. Et par conséquent, si ce n'est pas le dialogue qu'on fait, c'est la trêve. Vous vous rappelez que en 2016, alors même qu'on pensait que le PRD, qui a été l'épine dorsale de l'opposition pendant plus de 15 ans, allait continuer de nourrir cette opposition, le PRD est allé en congrès et est revenu nous dire tous, nous, à partir de maintenant, quel que soit le président qui est élu et quel que soit son programme, nous ne faisons plus d'opposition. Nous sommes désormais membres de la mouvance présidentielle. C'était une trêve que le PRD, à son niveau, avait ainsi décidé. Et ça n'a pas, on va dire, créé des problèmes à la République. Ça n'a pas fait que la République a perdu, je vais dire, la qualité de sa démocratie. Vous voyez? Donc, la trêve est toujours possible. Ça ne dépend que des hommes politiques, parce que les citoyens ne sont pas en guerre contre l'État, contre le pouvoir. C'est une partie de la classe politique qui est en guerre contre l'autre partie. Et ils peuvent nous épargner ça en faisant en sorte qu'il y ait une sorte d'entente. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin qu'il y ait une sorte d'entente.
Il faut juste respecter les règles établies. Et les règles établies font de Patrice Talon celui qui détermine et conduit la politique nationale. Absolument. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ça ne nous donne pas le droit, lorsque nous sommes frustrés, de chercher à l'évincer ou de chercher à lui faire autre chose que ce pourquoi il a été élu et qu'il est en train d'exécuter. C'est une révélation bien difficile de la culture démocratique, et non pas au niveau des populations, mais beaucoup plus au niveau de la classe politique. Pour peu que votre vis-à-vis, votre challenger l'emporte sur vous, on s'impatiente plutôt que d'attendre le terme du mandat que le peuple a donné à l'élu, de lui donner le temps de mettre en application ce que moi je considère au-delà même de son projet de société. On considère que quand on va à une élection, chacun est porteur d'une motion. Et la motion qu'il emporte doit pouvoir se matérialiser. Le peuple attend qu'il a promis faire ci, il a promis faire ça, et qu'il puisse pouvoir le mettre en œuvre. Mais forcément, pour le jeu politique, d'autres acteurs politiques s'impatientent parce que, pour une raison ou une autre, des raisons qui tiennent forcément à leur confort, à eux, tentent à mettre en péril tout l'édifice républicain. Et c'est ça qui est inacceptable. Et donc la pédagogie doit être forcément d'accentuer, disons, la sensibilisation. Et c'est aussi le rôle des médias pour que la portée et la valeur les valeurs républicaines soient mises en relief. Et donc l'idée de trêve tient à cela aussi, quelque part. L'entente est possible et le schéma de nos lois sont tels que celui qui, si vous en 2006, Adrien Rumboyi qui s'est retrouvé par le concours et les circonstances, challenger de Boni Yahi au second tour, au nom de quoi forcément entrerait-il en opposition? Puisque c'est les circonstances qui l'ont voulu. Ainsi, qui se retrouve au second tour face à Boni Yahi. Ça aurait pu être un autre challenger. Et donc, l'entente est possible pour peu que les acteurs politiques puissent se transcender et aller au-delà de leurs intérêts personnels pour n'entrevoir que supérieur de la nation. Parce que je veux préciser pour finir là-dessus que tout est impératif chez nous. Et nous pouvons faire cette trêve-là, nous accommoder des querelles intestines pour ne penser qu'au développement, pour penser que les questions de développement doivent être au-dessus des intérêts personnels. Entendu que, comme l'a dit clairement le président Talon récemment, les impératifs sont déterminés et connus. Notamment par le programme Bénin Alafia, qui a suivi son cours. Chaque président, chaque gouvernant qui vient, c'est peut-être l'efficacité qu'il met à conduire l'action au service de l'État qui fait la différence. Et donc, l'entente est possible pour peu que nous considérons que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit être au-dessus de nos conforts personnels ou de nos aspirations, encore que le jeu démocratique, la culture démocratique, en tant que il faut patienter et laisser l'autre, celui qui est au pouvoir, aller au terme de son mandat, quitte après à faire valoir ses arguments pour l'emporter, si tant est-il qu'on l'emporte. Adrien, la loi n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur non plus, elle s'applique à tout le monde. Je crois qu'il y a une loi qui a été votée. Et vous parlez des amendements de la Constitution? Bien sûr, bien sûr. Elle a validé. Donc du coup, on attend peut-être les décrets d'application et puis le vote des lois organiques pour évoluer. Donc cette affaire de trêve, il ne devait pas normalement avoir de débat autour. C'est déjà réglé par notre loi fondamentale. Donc désormais, les hommes politiques doivent savoir que... Oui, non, ma question c'était vu que vous-même vous avez constaté que s'il y a plus de confiance, c'est au sein de la classe politique.
comment évoluer. Monsieur Oké disait que c'est en cela que la trêve tout son sens. Et je vous demandais si vous pensez pareil en fait. Je pense bien, il faut de la trêve pour permettre aux dirigeants d'évoluer. Et si on n'est plus content de leur gestion, dans 7 ans, je crois que c'est ce que la nouvelle constitution dit, dans 7 ans on doit pouvoir les sanctionner. Et si le peuple n'est véritablement pas d'accord ou le peuple est en désaccord avec la gestion du pays, dans les urnes ça va se savoir. Donc il n'y a même pas de débat autour. Donc la trêve, oui, il faut ça pour mettre fin à cette guerre et pour éviter désormais que les hommes politiques ne soulèvent, ne provoquent des soulèvements populaires, et en appelant par exemple des citoyens pour dire bon, il faut vous mettre dans la rue pour vous protester contre ci ou ça. Vraiment, vous imaginez quand on met beaucoup d'argent pour construire par exemple d'infrastructures routières, les goudrons que nous avons, et puis des gens prennent de pneus pour brûler. C'est l'argent de tout le monde qui est brûlé comme ça, parce qu'il faut encore de l'argent pour pouvoir réparer ce goudron-là, et c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'on va permettre à des individus de continuer par fonctionner ainsi? Ou j'ai appris qu'en dehors un peu après la sortie du commissaire Kenya Moulé, qui a été fort heureusement arrêté, qui avait des préparations en cours pour attaquer beaucoup d'institutions, beaucoup de structures publiques comme ça dans le pays. Mais quand ça se passe, qui paie finalement? Parce que l'État peut décider in fine de dédommager ceux dont on a détruit des biens, ou encore que si c'est des biens publics qui ont été dégradés, il faut pouvoir les reconstruire. Mais c'est avec l'argent de qui? L'argent du contribuable. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas comme d'autres pays des ressources du sous-sol pour dire bon, il faut prélever pour aller vendre et régler les problèmes. C'est l'argent des impôts que nous payons. Mais est-ce qu'on va s'amuser avec ça? Donc par conséquent, il faut vraiment accepter cette trêve-là. En acceptant la trêve, c'est que on facilite en même temps la tâche aux dirigeants qui est là d'évoluer, et aussi ça ne donnera plus l'appétit à ces militaires entre guillemets qui ont soif aussi de diriger, de penser encore à faire de telles choses. C'est ce que je pense, et il faut que l'enquête qui est en cours, où beaucoup de personnes ont déjà été interpellées, et puisse continuer, et que toutes les personnes qui seront véritablement coupables ou qui ont participé à ce genre de choses, qu'on puisse les décourager. Parce qu'au-delà des 13 ou 14 personnes qui ont été annoncées, il y a bien beaucoup d'autres personnes qui ont été arrêtées et qui sont placées en garde à vue actuellement. Beaucoup de militaires comme des civils aussi. Finissons avec ça. Parce que en aucun cas, en 77, j'étais au biberon. Non, je n'ai pas trop suivi, mais ce que j'ai vécu la dernière fois, je pense que ce n'est pas bien à souhaiter encore pour le pays. Ça ne nous honore pas. On va faire un dernier tour de table. L'objectif, c'est que plus jamais cela n'arrive, en tout cas, plus jamais ça au Bénin. Alors, monsieur Oké, je commence par vous. Les leçons à tirer et enfin, les postures à adopter maintenant. Déjà, la Cour constitutionnelle, il y a quelques heures, vient de valider les révisions constitutionnelles en déclarant qu'elles sont conformes en tout point à la Constitution. À partir de ce moment, c'est une loi qui existe désormais, elle sera bientôt promulguée et ça va s'imposer à tous. Et la question à se poser, c'est simple. Qui ne veut pas de la trêve? Qui ne voudrait pas qu'il y ait une trêve? Et qui ne voudrait pas participer à cette trêve? Pour quelle raison quelqu'un voudrait-il qu'il n'y ait pas de trêve? Voilà la question. Maintenant, quels sont les contours de cette trêve? Je pense que ça reste à déterminer. Comme le disait Adrien tantôt, il y a des tests qui seront pris pour que nous comprenions tous les contours, parce que les médias auront toujours, à mon sens, un rôle très important à jouer, qu'il y ait une absence de mouvement comme par le passé dans l'opposition, ou que l'opposition ne soit plus en mesure de manifester comme par le passé. Il y aura toujours des débats d'idées, il y aura toujours des critiques, et en cela, je pense que la presse sera du moins sollicitée pour que la démocratie puisse continuer quand même de s'exercer d'une certaine façon, et que les débats d'idées soient en tout cas l'essentiel de ce qui se fait sur le champ politique. Heureusement pour nous que nous avons un code du numérique, parce que sinon, avec ce qui venait de se passer là,
si nous n'avions pas un code du numérique et que sur les réseaux sociaux, les gens étaient complètement débridés, complètement délurés, je pense que la situation serait totalement intenable. C'est pour ça que, par rapport à cette responsabilité qui incombe désormais aux médias, nous devons accompagner ce que je considère désormais comme un acquis, c'est-à-dire la trêve, et faire en sorte que les hommes politiques soient cantonnés dans un rôle de proposition alternative plutôt que d'affrontement avec le pouvoir pour obtenir ce qui est déjà programmé au calendrier constitutionnel. Donc, la patience pour chacun d'attendre la date des élections et le débat d'idées à l'intérieur pour meubler un peu et faire avancer le pays, parce que le gouvernant tire plus avantage de ces débats que des critiques stériles et des récriminations sans fin qui ne font qu'exacerber le climat social. Monsieur Amoussou? Oui, il y a eu un bug passager, fort heureusement, qui a été de courte durée, et il faut en tirer les leçons. Les leçons dans un environnement précaire, sécuritaire, qui est celui de la sous-région, et où le Bénin avait déjà adopté de bonnes mesures pour pouvoir préserver notre pays de cette menace terroriste-là. Il faut en tirer les leçons. Les leçons, c'est d'abord que individuellement et collectivement, nous puissions prendre conscience de ces enjeux-là, de ces menaces-là, et de dire que nos fragilités nous exposeraient davantage pour peu que nous ne soudons pas nos rangs pour y faire face, parce que la menace terroriste, elle est là, et c'est important. Et le jeu politique ne saurait non plus être un prétexte pour peu que soi-même on n'a pas été capable de se structurer pour aller faire face aux enjeux électoraux, je suppose. Cela ne doit pas être un prétexte non plus pour que l'unité nationale soit fragilité. Moi, je pense que c'est avec ce bug-là, la République, fort heureusement, est en marche. La République doit pouvoir continuer sa marche et l'impératif du développement doit être à cœur de tous les déterminants, aussi bien au niveau des acteurs politiques que des citoyens lambda, et tenir compte de ce que le Bénin avance, le Bénin progresse. Et notre préoccupation de tous les jours doit être comment œuvrer de sorte que nous puissions progresser. Et les médias ont également un rôle à jouer, à faire de la pédagogie dans ce sens-là. Évidemment, aujourd'hui plus que jamais, le patriotisme chevillé au corps pour que notre pays ne tombe pas dans les travers, que les travers, je dirais, alentour, et que nous tombions par ricochet également dans les pénibilités qui sont celles que nous observons autour de nous. Le Bénin doit pouvoir avancer, seul le Bénin compte, seul le Bénin compte, le Bénin doit être notre seule préoccupation. Absolument. Et voilà le message que je veux, moi, véhiculer pour conclure ces échanges. Monsieur Atingbata? On dit souvent que celui qui est friand d'alcool mourra d'alcool et celui qui est friand du vin de palme mourra du vin de palme. Ceux qui ont tenté de remettre en cause la paix, la quiétude, la cohésion dans le pays n'ont qu'à être interpellés, que l'univers nous aide et que les enquêteurs qui travaillent à pied d'œuvre depuis le dimanche puissent les interpeller un à un, et que ceux qui sont hors du territoire, les mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis, que les pays qui les ont accueillis puissent coopérer, qu'on puisse les extrader
les sanctions appropriées en fonction du degré d'implication dans ces différentes manifestations que nous avons constatées le dimanche dernier. Parce que ça ne nous honore pas. Mes aînés l'ont dit, et à l'étranger, quand vous voyagez, le Bénin est respecté. Le Bénin est une fierté. Et si cette fierté que des gens, les hommes que nous constituons aujourd'hui, doit être remise en cause parce que des gens veulent aussi gérer, goûter aux délices du pouvoir, il faut qu'on les décourage pour qu'ils sachent que ça ne se passe pas comme ça. Et pour diriger, surtout le pouvoir d'État, on accède à ce fauteuil-là par les unes et non pas les autres. Merci à chacun de vous, chers invités. Monsieur Adrien Atikpator du journal Le Potentiel, Monsieur Anissé Carlos Oké du canal 3 Bénin et Monsieur Paul Amoussou de La Nation. Merci donc pour vos analyses sur notre thématique. J'ai entendu Monsieur Adrien sur la question thématique, mais je ne vous ai pas écouté. Bon, d'une certaine manière, vous avez répondu à travers vos analyses. Mais bon, rétablir la confiance à quel prix, selon vous, Monsieur Oké? Au prix des concertations et de la sensibilisation. Au prix surtout de la trêve. Merci. Monsieur Amoussou? Oui, au prix d'un sens élevé de responsabilité, au prix d'un patriotisme chevillé au corps. Merci beaucoup à chacun de vous, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin l'hebdo de ce jour, consacré donc à la situation ou ces événements du dimanche 7 décembre 2025, rétablir la confiance auprès donc de la concertation, de la trêve, du patriotisme, des échanges et également du travail à ce que cette République reste debout. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous annoncer le déroulement ou le reste de ce que vous allez suivre sur nos antennes dans quelques minutes. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques E-Télé avec vous, pour vous. À tout de suite.